Comme je vous en parlais dans la 6e édition d'Innovation Weekly, la tendance du moment pour le commerce et l'e-commerce est l'expérience. Et je vous confirme, cette tendance n'est pas récente parce qu'elle date de 1970. Pourtant, on en parle beaucoup en ce moment car cette approche expérience est la réponse logique à ce que Steve Howard, le responsable du développement durable de chez Ikea, appelle le peak stuff. Alors le peak stuff, que l'on pourrait traduire en français par le peak truc, fait évidemment référence au légendaire pic pétrolier. Le pic truc est la suite logique d'un mouvement global qui a été identifié pour la première fois en Angleterre en 2001 et qui pourrait se réduire en 4 mots: avoir moins, être plus. Ce que veut dire Steve Howard, c'est que notre civilisation, enfin en tout cas la civilisation occidentale, a passé un point où on achète de moins en moins de trucs pour se sentir bien. Nous avons d'ailleurs passé le pic de la viande rouge, le pic du sucre, le pic du tabac, le pic de l'alcool. Tous ces pics se traduisent par le fait que l'on préfère vivre des choses plutôt que d'acheter des trucs. Alors d'où vient cette tendance et comment passer à l'économie de l'expérience? La notion d'expérientiel apparaît pour la première fois dans le bouquin d'Alvin Toffler, Future Shock, publié en 1970. Alors je ne vais pas vous la faire la Philippe Manœuvre, mais Alvin Toffler, c'est le Lou Reed de l'anticipation, c'est le Elvis de la futurologie, c'est le Oppenheimer des business models modernes. Dès 1970, il décrivait, plutôt que de dénoncer, le passage du construit pour durer au jetable. S'il te plaît, vedette, rends-nous notre mère Denis. Ah oui, vedette, appelle-moi. Parce qu'il est grand temps qu'elle revienne. Les changements rapides de design qui poussent à l'achat avant la fin d'usage du produit. La possibilité de louer plutôt que d'acheter, réduisant le besoin d'acquisition au profit de celui de l'usage. La nomadisation des travailleurs. L'obsolescence de plus en plus rapide non seulement des produits, mais également des compétences. Et le développement de plus en plus superficiel avec de plus en plus de personnes. Le gars, on est en 1970 et il avait déjà prévu Facebook. Alors pour lui, toutes ces transformations de plus en plus rapides introduites par des changements technologiques et sociaux allaient nous laisser désorientés et stressés. D'où le titre de son bouquin, Future Shock. Il critiquait les économistes qui n'arrivaient pas à avoir une alternative au système capitaliste ou communiste, en restant figés sur les deux approches, d'abord de la rareté des ressources, et ensuite que le prix d'un produit dépendait de la somme de travail investie pour fabriquer ce produit. C'est pour cela qu'à la fin de son bouquin, il prédit la naissance d'une industrie expérientielle dans laquelle il prévoit que les consommateurs seront prêts à payer davantage pour une expérience vécue qui dépasse la simple notion d'achat. Arrive ensuite en 1982, Holbrook et Hirschman, deux chercheurs en marketing de l'Université de Columbia, qui dans le Journal of Consumer Research publient une étude sur l'aspect expérientiel de la consommation en s'intéressant notamment à l'expérience émotionnelle vécue par un client lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Ils soulignent qu'il pourrait être intéressant d'étudier le rôle de l'esthétisme du produit, de son aspect multisensoriel et du plaisir tiré de l'acte d'achat. Et c'est là qu'entre en jeu Pine et Gilmore dans un article de 1998 dans le Harvard Business Review qui illustre l'histoire de l'économie avec un gâteau d'anniversaire. Vous avez d'abord l'économie des ressources naturelles. Donc maman va au magasin acheter des produits de commodité, donc du sucre, des œufs et de la farine, et faire un gâteau d'anniversaire. En étape 2, vous avez l'économie industrielle, dans laquelle maman n'a pas le temps parce que maman travaille, donc elle va au magasin acheter un mix dans lequel il n'y a plus qu'à rajouter du lait pour faire le gâteau d'anniversaire. Allô maman, tu rentres quand? J'ai des envies de gâteau au chocolat. Quand maman n'est pas là, il y a maman gâteau Elsa. Arrive ensuite l'économie de service dans laquelle maman ou papa va appeler la boulangerie pour se faire livrer un gâteau d'anniversaire. Et enfin, l'économie de l'expérience dans laquelle maman ou papa va amener les enfants au McDo pour passer leur anniversaire. La même chose fonctionne avec les taxis. D'abord vous avez un cheval, ensuite vous avez une bagnole, ensuite vous avez un taxi et ensuite vous avez un VTC.
C'est suite à cet article que les exemples utilisés pour décrire l'économie de l'expérience ont toujours été basés sur l'hospitalité et le loisir. C'est pour ça que l'exemple le plus utilisé à l'époque était celui de l'attraction E.T. à Disney World, dans lequel E.T. vous disait au revoir en utilisant votre prénom évidemment que vous aviez fourni à l'entrée de l'attraction. Depuis 1998, de nombreuses études tentent à prouver que l'expérience est devenue le nerf de la guerre commerciale. Par exemple, cette étude d'American Express de 2013 qui tend à prouver que les clients sont prêts à payer 14% de plus pour une expérience client extraordinaire. Je vous propose plusieurs pistes pour passer de la vente à l'expérience. Déjà, commencez par avoir un thème fort. Prenez par exemple RH, qui est à Chicago, qui a éliminé la frontière entre espace de réception et retail, et entre maison et hospitalité, pour proposer des services de décoration en transformant leur boutique en restaurant dans lequel tout se vend. Pas d'hôtesse, vous vous asseyez, vendeurs et serveurs viennent se renseigner de votre demande, et tout ce que vous voyez peut être acheté, et vous pouvez manger ou vous vous asseyez. Engagez les 5 sens. Le cas d'école, bien sûr, est cette banque américaine de la côte ouest, Umpqua Bank, qui s'est inspirée des 5 sens pour réaménager leurs boutiques. D'abord la vue. Ils ont fait un mix entre un Starbucks, un espace de coworking, une salle de jeu et une galerie d'art. Louis, ils ont une ambiance musicale assurée par des artistes locaux, ont une chaîne YouTube et un podcast. L'odeur de café bien sûr, où les clients peuvent se servir à volonté du café et acheter le café Umpqua qui est vendu au kilo. Le goût qui va bien sûr avec l'odeur du café, et ce goût est fourni par cette pièce de chocolat qui est donnée au client sur un plateau d'argent à la fin d'une transaction. Et enfin le toucher, où des écrans tactiles vous permettent de faire des simulations et où vous avez dans certaines boutiques des jeux vidéo à disposition. Retirez les obstacles rencontrés par vos clients et pas seulement au moment de l'achat. Là où on voit la qualité d'un service, c'est au moment où votre produit ou service ne fonctionne plus. Demandez à Zappos, qui détient depuis 2012 le record du monde de durée d'appel de Customer Care, qu'ils ont eux-mêmes battu le 11 juillet 2016, avec une durée de 10 heures 43 minutes. Espérons que ce n'était pas pour une paire de hugs. Favorisez l'immersion. Regardez ce que fait Niketown à Soho, qui est équipé de tapis roulants et d'un terrain de basket pour essayer les produits. Simplifiez, regardez Nostrum Local. C'est un magazine dans la vraie vie. Une seule taille par vêtement, vous essayez, vous commandez et vous recevez votre achat dans la journée. Vous avez également un bar à style où on va vous aider à trouver votre style, à choisir vos vêtements. Vous avez également le business model très populaire en ce moment, le click and collect, dans lequel vous pouvez acheter en ligne et venir chercher vos vêtements en boutique. Ensuite, vous pouvez sortir de la logique stock, proposer une expérience, c'est rentrer dans l'histoire ou proposer une histoire à vos clients. Pas les faire rentrer dans votre stock affiché au mur. Comme Story, pas comme Foot Locker. Story, c'est un magasin de 200 mètres carrés situé à Manhattan. C'est un concept store qui va encore plus loin que Feu Colette ou que le Conran Shop. C'est-à-dire qu'ils prennent le point de vue d'un magazine en vendant comme une boutique, mais en présentant comme une galerie d'art. C'est comme un musée, mais à l'envers. Sur des rotations de 1 à 2 mois, le magasin se réinvente sans arrêt. J'aime beaucoup. Leur ROI est mesuré en termes d'expérience par mètre carré. Ensuite, évidemment, n'oubliez pas de recruter pour faire vivre une expérience, pas pour vendre. Alors bien sûr, tout le monde ne dispose pas de l'esprit d'accueil des Japonais, omotenashi. Mais regardez Apple. Peut-être savez-vous que les directeurs d'Apple Store ne connaissent pas leurs chiffres de vente. C'est pas leur métier de s'occuper des ventes. Leur métier, c'est s'occuper de l'accueil. Et il y a quelques années, quand j'ai rencontré Howard Schultz, le CEO de Starbucks, je lui avais demandé comment est-ce que vous faites pour avoir des baristas toujours souriants derrière le bar. Et il m'avait répondu, en fait, je recrute des gens qui sourient. Vous pouvez aussi trouver un effet unique et différenciant, ce que les Anglais appellent l'effet wow. Par exemple, chez Umpqua Bank, dans chaque boutique, vous disposez d'un téléphone argenté qui vous permet d'appeler directement le PDG. À la Fnac, mais à mon avis ils ne sont pas au courant, le stand Apple, je ne vous dirai pas de quelle Fnac, va vous envoyer chez un concurrent s'ils n'ont pas le produit que vous cherchez. Ouais, à mon avis, vraiment, la Fnac n'est pas au courant. Et enfin, pensez à l'expérience de vos salariés d'abord. Parce qu'évidemment, l'économie de l'expérience est arrivée dans les ressources humaines et dans le recrutement. Par exemple, on parle depuis 3 ans d'expérience candidat. Depuis que Starbucks s'est aperçu que si la marque se fâchait avec les 3 millions
de candidats qui déposent leur candidature chaque année, ça leur coûterait entre 20 et 30 millions de dollars. C'est pour cela que, par exemple, aux États-Unis, vous avez des offres de candidats mystères, comme il existe des offres de clients mystères. Du point de vue RH, regardez ce qu'a fait Etsy avec son index du bonheur, basé sur la théorie PERMA. Regardez également Adobe, qui a éliminé les entretiens d'évaluation annuels pour des entretiens réguliers tout au long de l'année. Regardez également Twitter, avec son programme Yes2Desk, qui a créé 75 étapes de la signature du contrat jusqu'au début du travail. En conclusion, deux choses. La première, attention. Si on est bien d'accord que l'objectif de l'économie de l'expérience, c'est de passer de la transaction à la relation, ça ne va pas de soi. Regardez comment a été accueilli par la presse l'initiative d'Amazon de venir sur le monde du brick and mortar en ouvrant des librairies. Sans âme, froid, diabolique et terrible. Et dernière chose, l'économie de l'expérience n'est pas la vraie tendance. La vraie tendance aujourd'hui est une espèce d'économie de l'expérience 2.0 que l'on appelle la transformation, qui est une expérience qui permet votre amélioration psychique, morale et physique. Regardez par exemple l'explosion du nombre de coachs de vie popularisés par YouTube et taclés récemment par Capital. Regardez également ce que fait Apple, qui est toujours au top de la tendance dans ce domaine-là. Ils ont commencé par éliminer le Store après Apple. Vous n'allez plus à l'Apple Store d'Opéra, vous allez à Apple Opéra ou à Apple Louvre, qui essaye de créer une notion de communauté, de place de village, plutôt que de boutique, et dans laquelle vous allez vous rendre pas seulement pour avoir une transaction, mais pour vivre quelque chose qui va vous transformer, en vous proposant des événements Today at Apple, dans lesquels vous allez rencontrer des artistes, des créatifs, des musiciens. Welcome to Today at Apple. Today at Apple, we're going to be learning about coding. Today at Apple, we're going to be talking with the very talented illustrator. Today at Apple, we're learning about photography. Vous pouvez également regarder l'application Run Zombie Run, qui est pour l'instant seulement en anglais à ma connaissance, et qui vous pousse à courir en vous expliquant que vous êtes poursuivi par de méchants zombies assoiffés de sang. Si vous souhaitez approfondir le sujet, deux bouquins en anglais je n'ai pas lu. Le premier, The Experience Economy de Pine et Gilmore, qui date de 99, et un livre plus récent, Disrupting Digital Business, de Ray Wang. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que pour vous ça a été une vraie expérience. En tout cas pour moi ça l'a été, et j'espère faire davantage de vidéos sur différents thèmes très rapidement. À bientôt. À bientôt.